l'atelier Salier et Courtois-Lajusse à Dirac est un atelier qui va, face à cette architecture quasiment importée et qui vient donc, je dirais, de la Californie ou du Brésil, aussi introduire le bois, introduire, introduire la toiture à double pente et se rapprocher d'une architecture qui n'est pas du tout californienne, mais d'une architecture qui est régionale. Yves Dauge faisait des présentations d'architectes à Beaubourg. Et donc ils nous ont présenté comme l'école bordelaise, ce qui a été immédiatement relevé par Siriani qui était là, qui a dit c'est pas une école parce qu'ils n'ont pas de théorie, ils n'ont pas de pédagogie, c'est pas une école. Il y avait une autre architecture qui se faisait, complètement différente de celle qui était enseignée à l'école, et qui était un lieu de référence, un lieu qui était observé par les étudiants. Donc c'est dans ce sens-là que pour moi, il faut entendre le terme d'école bordelaise. L'histoire de ce modèle, c'est quoi? C'est une commande sur un projet que vous avez présenté? Non, c'est une initiative de l'agence qui résultait du fait qu'on faisait beaucoup de maisons de vacances. C'était notre clientèle principale, c'était des gens voulant construire des maisons de vacances à Arcachon, au Cap-Ferret, à Lacanau. Et très souvent, on s'engageait dans des projets trop ambitieux qui dépassaient les budgets de nos clients. On s'est dit il faut se calmer, il faut arriver à faire quelque chose de plus économique. Et pour ça, on a pris le conseil de l'entrepreneur avec qui on travaillait souvent, qui était Guirmand, et on lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une maison économique. Notre idée, c'était de faire une petite maison de vacances de 80 mètres carrés, 3 chambres, ce qui était la demande moyenne. On a regardé chacun un petit peu de notre côté comment on pouvait arriver à marier une certaine industrialisation et conserver l'esthétique générale du projet. Il nous a dit, vous aimez faire des charpentes de bois, prenez les bois du commerce, prenez les sections courantes. Et on a eu l'occasion ensemble de choisir l'un de ces projets que l'on souhaitait voir pousser un petit peu comme des champignons, d'où le nom de la Girole. Et le modèle de base, c'était une maison de 3 trames, des trames de 3 mètres de large. Un séjour de 3 mètres de large, une cuisine et un coin salle d'eau toujours sur 3 mètres de large, et encore une travée de 3 mètres, mais qui était vide et qui pouvait être occupée plus tard. C'était ça la maison de base. Et puis elle a un système de construction qui est extrêmement simple, puisque sur ce mur, il y a un élément de charpente qui est posé, et après cet élément de charpente repose sur des cloisons préfabriquées en bois, soit couvertes de panneaux ou de lambris. On avait bien conscience qu'elle était conçue par travée, puisque M. Guirmand nous a dit, bon, vous êtes déjà 5 dans la famille, il faut au minimum que vous preniez 3 travées. Et puis on a regardé, on a pris une 4e pour avoir davantage d'espace. La maison est facile à vivre, très facile à vivre. Il n'y a pas beaucoup d'entretien. Bon, on n'est pas très exigeant sur le ménage. Le sol est vite balayé. Bon, on mange dehors, donc c'est pas trop salissant. Enfin bref, les enfants vivent la moitié du temps en maillot de bain et en t-shirt. Donc c'est facile, c'est de plein pied, voilà quoi. Donc c'est pas trop fatigant. Les gens ont découvert des maisons où il n'y avait pas de couloir, où on pouvait circuler librement, où il y avait une vie de famille détendue, un mode de vie assez agréable, un contact avec la nature très intime. Le fait d'être très vitré, il y a une relation avec la nature qui est très forte.
Est-ce que le fait que la Girolles ressemble davantage à une maison plus classique, est-ce que ça permettait à une clientèle de s'approcher davantage du projet? Tout à fait. Elle était plus abordable? Plus abordable, je pense. Elle correspondait quand même à une image de la maison plus courante. Plus conforme? Oui, je pense que le toit terrasse, qui était le credo des architectes modernes auxquels nous adhérions, le toit terrasse était un obstacle pour les clients. Hein. Et les gens n'aiment pas... C'est pas la terrasse d'ailleurs, à mon avis, c'est pas le fait que le toit soit horizontal, c'est le fait d'habiter dans une boîte, dans un cube. Les gens n'aiment pas habiter dans un cube, ils aiment habiter sous un toit. Et il y a toujours un décalage entre l'avant-gardisme de l'architecte et le côté traditionnel et réactionnaire presque du client quand même. Voilà, non, donc ce décalage, on le niait complètement au début, et puis après on l'a pris en compte. Hein. D'accord, oui. Donc on est venu à une modernité assagie. Pierre, on rentre par la terrasse. Depuis qu'on est rentré dans cette maison, je suis attiré par ce cadre, par cette baie vitrée. J'ai l'impression que c'est comme un appel de la nature. Le paysage, il est dans la pièce. Et c'est la pièce qui est un objectif photographique. Hein. Et la relation donc, avec la nature est très forte. Hein. Donc ce n'était pas uniquement le parti pris d'installer le maximum de baies vitrées sur les côtés, d'avoir des impostes aussi vitrés. C'était finalement aussi presque caler la maison dans le terrain pour... Oui, c'est à la fois de communiquer largement avec le paysage et en même temps l'idée de le cadrer quand même par l'architecture. Et je crois que le dessin des menuiseries joue ce rôle-là. Et si l'imposte est vitré ici, au lieu d'avoir une partie pleine, c'est que ça fait partie de cette relation d'échange avec l'extérieur. Hein, le toit se prolonge, le sol souvent se prolonge, ici il s'arrête, mais très souvent on a des sols qui continuent la maison à l'extérieur. Hein. Donc la maison comme une boîte noire qui capture la lumière, qui capture l'extérieur, qui cadre le paysage. Et ça, on a découvert en construisant, parce qu'on n'avait pas appris aux Beaux-Arts, que c'est générateur de plaisir d'habiter. Le client disait au début, j'étais mal dans cette maison, j'entendais le bruit de la pluie, je ne savais pas où j'étais. Et après, j'ai découvert progressivement le plaisir d'habiter en relation avec la nature. Elle a apprivoisé son environnement. Tout à fait. Et finalement, mais au début, elle était déconcertée. Elle est souvent photographiée côté mur, cette Girolles. On s'est dit qu'on pouvait rassurer les clients en leur mettant un peu de maçonnerie qui ferait que cette maison entièrement en bois ressemblerait à une vraie maison. Ce dessin est vraiment caractéristique, là, ce dessin du pignon. Le mur blanc en bas, un triangle vitré, un autre triangle en bardage bois, on sait que c'est une Girolles. Et il y en a eu pas mal dans la région finalement, hein, puisque en 1995 on a fait un pointage à l'occasion d'une exposition. Il y avait 700 Girolles construites, donc maintenant il doit y avoir à peu près 1 millier. Pierre, est-ce qu'on peut revenir sur les principes généraux de la construction? Ce qui est également important dans le système modulaire, c'est qu'il permet la préfabrication en atelier, donc à l'abri, dans de bonnes conditions pour les ouvriers, et un temps de chantier très réduit, et donc des chantiers très rapides. Hein. Ces maisons sont construites à partir des fondations en 4 mois, terminées, livrées clé en main. Hein. Donc c'est ça le principal avantage. On a quand même eu un record, on a fait une maison en 2 semaines. Il y en a une qui s'est faite en 2 semaines.
Les murs, je vous ai dit, on les monte après la mise en place du cloisonnement intérieur. L'une des tâches les plus longues dans ce type de maison, c'est peindre les plafonds. Et oui, ça paraît idiot, mais il y a beaucoup de rechampissage. Il faut suivre toutes les poutres. Et autrefois, le peintre, il suivait les poutres. Maintenant, il met du papier collant. Donc on a bien compris, pour que la girole existe, il faut qu'il y ait cette maîtrise du principe constructif, il faut qu'il y ait cette complicité, ce travail de proximité avec le constructeur. Ah, ça c'est essentiel. Et ce qui a fait le succès finalement de la girole, c'est cette connivence qui s'est établie entre cette agence d'architecture et cette entreprise Guermann. Hein. Parce que nous n'avions pas la mission traditionnelle des architectes. Les prix étaient connus au départ par l'entreprise et ensuite on lui faisait confiance dans la construction. Elle ne nous appelait que s'il y avait un problème. C'était une activité où on passait peu de temps finalement, mais on était là au moment décisif. Pierre, est-ce que les principes constructifs de la girole sont exploitables, ont été intégrés à d'autres échelles sur d'autres types de projets? Oui, alors ça a été une surprise parce qu'on pouvait penser que ce qu'on avait trouvé pour faire une petite maison en bois n'était pas transposable du tout ailleurs. Or en fait, cette logique constructive de l'assemblage de poutres, de solives, enfin de pièces linéaires dont on met en évidence les joints, les articulations, on l'a retrouvée dans des choses beaucoup plus importantes. Je pense à l'hôtel de la Monnaie à Pessac, qui est un grand établissement industriel en béton. C'est vraiment la même logique constructive qu'on trouve à une échelle de travaux publics. Connexe à la question des coûts, il y a aussi la question des choix que l'on opère dans un projet. Nous, on a fait rêver les gens à un mode de vie très décontracté, assez convivial, très lié à la nature, et ça impliquait certains choix. Donc, si le cadre budgétaire est limité, on ne peut pas tout faire à la fois. On ne peut pas à la fois avoir des grands vitrages et une maison hyper sécurisée. Hein. Donc, on accepte certaines choses. Je pense que les choix des constructeurs de maisons individuelles qui flattent leurs clients dans le sens du poil ne sont pas ceux des architectes. Il y a un vrai défi, un défi important qui est lancé par ces architectes. Les clients ont tendance, parce qu'il y a aussi un manque d'ouverture, de culture architecturale. On n'enseigne pas l'histoire de l'architecture à l'école, donc les stéréotypes que l'on a, c'est à peu près toujours les mêmes. Donc en sortir et faire sortir les clients, c'est difficile. La preuve en est, c'est que quand on a une maison qui justement présente une qualité architecturale qui souvent d'ailleurs se rapproche des critères de ceux du mouvement moderne, on appelle ça une maison d'architecte, ce qui est une définition qui n'a aucun sens. Il y a des mentalités importantes à faire bouger, et de venir sur ce marché, c'était courageux, c'était intéressant. C'est d'ouvrir ce corset qu'est le régionalisme, qu'est la maison landaise, et pourquoi pas la maison basque, et de pouvoir enfin, à partir de là, rebondir vers d'autres choses. L'exemple le plus frappant de leur construction qui est la plus pertinente, hein, entre autres, c'est la girole. Hein. Et elle pouvait s'intégrer partout. Elle était contemporaine, elle était pas chère, elle était largement vitrée, elle était fonctionnelle, elle était simple à vivre. Enfin, c'était la 2 chevaux de l'architecture. Et ça, c'est le fruit de travail de l'architecte, sans bureau d'études, sans personne. Et donc, ils avaient ça en eux, quoi. Hein. C'était inné, quoi. Hein. Travailler pour les gens, pour le bien-être, pour le bien-vivre. Pour que ce soit appropriable par une grande masse de gens. Voilà. Mais tout ça, ça sortait de chez eux, de leur tête.
sans grande théorie, c'était comme ça, ils étaient formatés comme ça, quoi. Hein, c'était l'époque où on parlait pas trop, mais on faisait, quoi. Pierre, vous vous souvenez de l'époque de la commande, de l'origine du projet? Oui, oui, enfin, je me souviens en tout cas du terrain au moment de la commande, parce que c'était cette dune entièrement plantée de pins. Hein. Il y avait des pins partout, tous les 5 mètres, et donc la première idée qui est venue à l'esprit de Salier, c'était que par rapport à toutes ces verticales, il fallait poser une horizontale, simplement, et puis qu'il fallait se mettre assez haut pour avoir la vue vers le Cap Ferret, et puis ouvrir une espèce de balcon sur le paysage. On s'approche, on va aller la visiter. C'est là. Pierre, il faut imaginer alors ce terrain pentu avec les pins, la maison, et après les pins, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a la route et puis il n'y a plus rien. Il y a le bassin tout de suite. C'est-à-dire que tout cet ensemble de maisons qu'on voit aujourd'hui n'existait pas. Donc on avait une vue sauvage sur le bassin. Ça faisait partie du projet, une intégration globale, la forêt, les pins, la dune, la mer à l'intérieur du cadre. Voilà. Donc voilà, on est dans le séjour, la pièce principale. Voilà, alors vous voyez, le cadrage du paysage, et puis aussi la reprise de lumière du côté opposé, avec ces vitrages fixes, scellés dans la maçonnerie, sans menuiserie. Vous voyez, il y a un effet absolument radical. Le dessin de tout ça était extrêmement précis pour arriver à éviter d'avoir à poser des menuiseries métalliques. Là, c'est très subtil, parce qu'effectivement, on a l'impression que le verre est juste posé sur le mur. Il disparaît complètement. Là. Disparaît complètement. Voilà, et puis ces jeux sur les hauteurs de plafond qui sont soit au niveau des poutres, soit décalés par rapport à ça. On parlait de la radicalité dans les détails à l'intérieur. Finalement, cette radicalité, elle s'exprime dans tout. Là, on est sur l'extérieur avec un dessin qui prend le dessus. Ah oui, oui, donc pas de protection. La dalle est projetée dans le vide, sans garde-corps, sans protection. Juste cette ligne de jardinière là, qui empêche d'aller au bord. Mais enfin, Salier prend des risques. Là, hein. Il a réussi à entraîner son client dans cette affaire sans réserve. Ce qui m'a certainement bouleversé, entre guillemets, quand j'étais gamin, quand j'ai vu cette maison, c'est qu'elle ne ressemblait à aucune autre, de toute façon. C'est-à-dire que, oui, l'architecture traditionnelle basco-hollandaise s'intègre parfaitement au site, etc. Mais voilà, c'était quelque chose qui... c'est comme à l'époque, quand on écoute Dire Straits pour la première fois, c'est un son qu'on ne connaît pas. Là, c'est pareil, c'est une vision qu'on n'a pas, c'est une intégration dans le paysage qu'on n'a pas, c'est une globalité qu'on n'a pas, avec des matériaux qui sortent du commun de ce qu'on peut voir sur le Pilat et sur la région. Voilà, c'était quelque chose qui tranchait, c'est une vraie révolution.
Si on regarde cet objet, ce module, c'est quoi? C'est une banquette extérieure? Ça a été pensé comment? Oui, ça a été surtout pensé pour être un répondant au garde-corps de l'escalier qui est ici. Donc il y a deux motifs. Il y a une symétrie très forte dans cette maison. Et donc à la cheminée répond le volume de la cuisine, à cet escalier répond cette sorte de banquette extérieure. Est-ce que vous vous souvenez, Pierre, à l'époque de la création de ce projet, des ressources que vous aviez pour travailler, des références éventuellement que vous pouviez convoquer pour ce projet? Oui, là c'est très clairement les trois sources d'inspiration de l'agence, les trois revues, finalement. Ça se ramenait à ça. Trois numéros de l'architecture d'aujourd'hui qui ont été décisifs. Un numéro sur Le Corbusier, donc la beauté de la construction en béton. C'était entièrement nouveau dans cette génération-là, des années 50. Hein. La beauté du béton, le dessin poétique de Niemeyer. Hein. Niemeyer, il y avait non seulement la géométrie, mais il y avait la courbe, hein. Il y avait ces plans immaculés, il y avait les jardins de Burle Marx qui nous ont servi de référence là, quand on a dessiné les jardins qui accompagnaient ces maisons. Et puis alors, il y avait surtout les maisons de Richard Neutra, qui avaient ces effets de projection de grandes poutres dans l'espace, de grands plans de toiture en porte-à-faux. C'était ça vraiment le modèle. Donc là, je crois que Salier a réuni tout ça dans cette maison-là. Là, on est sur la terrasse avec un bassin qui est offert, et il y a aussi un autre cadrage à l'intérieur. Oui, alors ça c'est quelque chose qu'on a découvert, que le tout vitrage n'était pas la seule solution, que face à un panorama, il fallait ouvrir largement. Mais c'était intéressant aussi de cadrer des éléments de nature en les traitant finalement comme un tableau ici, ou comme un objectif photographique. Alors, tu vois, dans ce couloir qui distribue des chambres, 4 chambres, 2 salles de bain, on aurait pu avoir simplement une circulation le long de ce mur et un autre mur en face. Or, Salier a tiré parti des éléments de la construction, les éléments de placard qui chaque fois sont sculptés en somme avec un relief et des creux qui les mettent en valeur à chaque fois. Donc il y a en somme un parti plastique qui est tiré des éléments fonctionnels de la maison. Sur l'intégration du site, quelles informations doit-on extraire, doit-on analyser? Moi, je n'aime pas parler d'intégration au site, parce qu'il y a une relation à avoir avec le site, il y a un échange, il y a un dialogue entre ce qu'on va faire et ce qui existe. Hein. C'est ça qui est essentiel. Mais l'intégration, ça voudrait dire qu'on disparaît complètement, qu'on se noie. Or, en fait, quelquefois, on construit le site en construisant, mais on essaie d'établir un dialogue. Hein. C'est ça qui est dominant pour moi. Une architecture qui est prise sur le modèle de la nature au sens où les anciens la décrivaient, c'est-à-dire une forme de vérité, une forme de refus de l'artificiel et une forme de mise en scène du site aussi, car l'architecture vient non seulement s'accorder au site, mais valorise aussi le site en même temps. Bon, l'adaptation au site, c'est aussi la transparence d'une certaine manière, le fait que les vues sont préservées, l'architecture n'est pas un obstacle. Moi, je sais qu'il y a quand même deux grandes familles de projets. Ceux qui essaient de s'inscrire dans le site, de s'intégrer,
en s'enfouissant à la limite, ou ceux au contraire qui essaient de le conserver intact et de poser un objet le plus léger possible qui a l'air de ne pas toucher le sol. Donc moi j'ai souvent cherché ce rapport-là, de légèreté par rapport à un terrain qu'on ne voudrait pas transformer. Aujourd'hui, quand vous revoyez cette maison et que vous regardez à l'extérieur ce qui se construit autour, vous avez un sentiment nouveau? Moi j'aimerais qu'il y ait beaucoup de maisons comme celle-là, sur la dune du Pilat, et non pas tous ces simulacres de maisons basques ou néo-balnéaires, là, qui en fait sont la négation du site, parce qu'elles se posent comme un objet qui attire le regard, alors qu'ici, on fait un cadre pour regarder le spectacle de la nature. Cette idée de relation avec la nature qui ne serait pas l'intégration avec le site, je trouve qu'elle est très évidente au TECH, au Centre permanent d'initiation à l'environnement, où ce paysage de marais n'appelait pas de construction. On avait envie que ça reste comme ça. Donc, comme j'avais à construire là, j'ai essayé de poser quelque chose qui serait simplement posé, justement, qui aurait l'air de flotter sur le marais. Donc des pilotis, donc un toit très léger, une espèce d'aile au-dessus du bâtiment. Voilà comment les choses se mettent en place. Pierre, on a beaucoup parlé des revues d'architecture qui étaient disponibles à l'agence pour pouvoir travailler, sans que ça soit une reprise à 100% de l'idée. Comment cette ressource alimentait-elle la démarche de création? Comment fonctionnaient les références à cette époque? Je crois que les références, elles ne sont pas explicites. Elles sont flottantes comme ça, c'est dans l'air, des choses auxquelles on s'intéresse. Et puis on voit un parallèle entre la situation d'ici et puis quelque chose qu'on a vu là-bas. Par exemple, ici, cette terrasse-là sans garde-corps qui s'en va vers la mer comme ça, avec juste une ligne de cailloux pour protéger. Ça, c'est la dalle de Brasilia, la place des trois pouvoirs, les ministères posés comme ça sur une dalle sans limite. C'est vraiment cette image qu'on avait à l'esprit. Bon, ces poutres projetées comme ça, avec un très grand avant-toit, c'est la maison Louel de Notra. C'est tout le vocabulaire de Notra reproduit dans des tas de maisons, mais c'est ça qu'on avait à l'esprit. Ici en bas, la fente vitrée du couloir, où au lieu d'avoir des points d'appui, des petits potelets de béton, on a ces sortes de cales qui sont enfilées là. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu au couvent de la Tourette de Le Corbusier. On ne l'a pas inventé. Bon, donc tout ça était présent et vous trouvez que ce motif trouvait sa place ici, cet autre trouvait sa place là. Et c'est ça, la cuisine que fait Salier là, dans cette maison. C'est vraiment ça. De la cuisine, de la mise en réseau, des correspondances, dans le détail architectural. Tout à fait. Donc il n'y a pas de théorie, mais il y a tout un vocabulaire emprunté de ci, de là, et qui essaie d'être cohérent. Et ici, la cohérence de la maison est très forte. Et c'était vraiment une écriture qui leur appartenait. C'était pas une écriture que, bien sûr, elle était imprégnée de plein d'autres gens, mais c'était leur architecture à eux, à la finalité. C'était leur écriture à eux qui faisait que c'était des maisons particulières à part. Et puis dans une époque où il n'y avait qu'eux qui existaient dans le paysage. C'est pas la maison de Le Corbusier ou de Neutra ou de quiconque, quoi. C'est leur projet.
nous y voilà, dans la chapelle. Elle est restée comme au départ de la création du projet. À peu près, oui, oui. Il voulait réunir une assemblée de 600 élèves à l'époque. Et puis la direction avait choisi cet emplacement dans le parc, au milieu de très grands arbres. C'est cette situation qui a déterminé le parti, d'une certaine façon, parce qu'à côté des gros bâtiments du collège, sous les arbres, je ne voulais pas dresser une espèce de petite cathédrale. Donc j'ai pensé tout de suite que ça allait être un bâtiment bas. Après, la forme carrée qu'on a ici, puisque ici, la chapelle principale, c'est un carré de 24 mètres de côté. C'était l'époque de Vatican II. L'idée que l'église n'était pas un spectacle qu'on voyait de très loin au fond, mais que c'était le lieu du rassemblement des fidèles autour de l'autel. Il y a la rencontre de l'espace de la chapelle intérieure, et puis il y a aussi le monument qui se pose à l'extérieur par rapport à tous les bâtiments de Grand-Lebrun. Et ce n'est pas immédiatement perceptible. Quand vous arrivez, que vous dites que vous devez aller à la chapelle, on vous dit vous avancez, c'est sur la gauche. Mais finalement, de premier abord, je ne la vois pas, cette chapelle, parce que je cherche des éléments d'identité, quelque chose qui va dépasser, être en hauteur, éventuellement un bout de clocher ou une croix en hauteur. Tout ça, je ne l'ai pas. Donc, je sais qu'il y a une chapelle, mais il faut que je fasse une démarche pour la trouver. Donc dans ce projet, on a à la fois donc, les recommandations de Vatican II et les partis pris qui ont toujours été finalement les votes d'intégration dans un espace Tout à fait. naturel. Et alors, le parti pris architectural, il n'est pas original. Je l'ai emprunté à un projet de Sverre-Fehn, l'architecte norvégien, qui avait fait à Bruxelles, c'était en 1960 peut-être, le pavillon de la Norvège. Le programme ici, c'était une chapelle de 600 places, mais aussi des chapelles privées pour que les prêtres de la communauté ici puissent dire leur messe, comme ça se faisait à l'époque, chacun tous les matins. Donc il y avait 5 chapelles, je crois, annexes à côté, et éclairées sur des petits patios. Donc sur ce mur d'enceinte en béton, comme Sverre-Fehn, j'ai posé des grandes poutres en bois lamellé collé, et les toitures en terrasse plate, en bois, elles sont soit posées sur les poutres, soit posées entre les poutres, ce qui crée des espaces avec des volumes différents. J'ai pensé aussi à une dénivellation. Donc ici, le sol est en pente, là. On entre à un certain niveau. Il y a une pente de 6% pour que tout le monde ait la vue. Et puis alors, j'ai pensé qu'il fallait mettre en valeur le chœur, le lieu de la célébration, par un changement de matériaux. Donc c'est pour ça que toute la partie centrale est en marbre blanc. Il y a une attractivité qui est quelque chose d'assez fort ici à la chapelle, qui est vraiment une manière de dire 2 fois l'importance du lieu, par les matériaux et puis par l'éclairage zénital plus fort qui vient frapper le marbre blanc, qui est donc vraiment très présent. Le matériau des murs, là, ce béton de gros cailloux éclatés au marteau, je l'avais vu dans le monument aux déportés qui est à l'extrémité de l'île de la Cité à Paris, qui a été fait par Henri Pingusson. Il y a un effet formidable d'austérité du matériau. C'est un espace qui est très exigeant et qui suppose que l'on soit déjà dévolu, concentré sur ce qui va se passer. Et il me semble que des espaces avec une décoration peut-être plus simple, plus vernaculaire, pour faire sobre, vont offrir en fait une sorte de main tendue à des personnes pour essayer de les amener jusqu'à la prière. Et dans beaucoup d'espaces, y compris contemporains, d'églises, je me trouve toujours confronté à ce dépouillement moderne, mais qui ne prend pas en compte la faiblesse peut-être de ce que nous sommes, qui sont des espaces très exigeants. On était
à l'époque de Vatican II, où on changeait la liturgie, où il y avait un vent de modernité qui soufflait. Donc je ne voulais absolument pas mettre des vitraux, et je leur ai expliqué qu'ils avaient quelque chose d'extraordinaire avec les feuillages de tous ces arbres autour de la chapelle, et que c'était ça qu'on allait mettre en scène, hein, en les découpant par les ouvertures au-dessus des murs. Par contre, ces murs devaient être complètement opaques pour maintenir cet espace de recueillement à l'écart du vacarme des cours de récréation. On donnait des règles qui correspondaient à la liturgie de l'époque et on les mettait en place comme un théâtre nouveau qui permettait d'ailleurs d'avoir des repères très précis puisque tout ce qui était classique dans l'église, c'est-à-dire la chaire, disparaît d'un côté, les orgues s'évanouissent, la décoration et les rythmes de la décoration baroque ou classique ou du 19e fichent le camp, donc on se trouve face à face. On peut reparler des poutres, Pierre? Ah oui, parce que ces poutres, c'était vraiment une innovation, puisque j'avais vu ce projet donc, de Bruxelles. On a une trentaine de mètres au total, là. Donc c'était difficile à transporter, parce que ces poutres, personne ne fabriquait ça à Bordeaux. Elles ont été fabriquées à Amiens, et elles ont été fabriquées en 2 éléments qui sont assemblés par ce système d'articulation rigide, là, qui est là, qui a été dessiné avec l'ingénieur de Saint-Fond, l'ingénieur Bois. C'est une qualité de l'agence de ne pas tricher avec les matériaux. C'est-à-dire on vous met des murs verticaux durs, bien dessinés, et on vous met des poutres en bois, là, en lamellé, extrêmement précises. Donc ça marche très bien, et ça suffit. On a l'impression que c'était alors à la fois une sorte d'expérience, c'était un peu audacieux. On était vraiment des jeunes architectes déterminés à changer les choses. C'était le moment où Salier a fait le premier mur rideau à Bordeaux des bureaux de Marie Brézard. D'accord, donc c'était vraiment une époque où on pouvait chercher. Oui, on cherchait et on ne voulait pas faire comme les autres. D'accord. Donc celle-ci, on l'a vu, c'est la nature qui est présente avec les ouvertures. L'éclairage aussi, oui, qu'on ne voit pas depuis l'entrée, mais qui illumine après, qui permet d'illuminer après l'hôtel. Et puis alors, ces trois pyramides, c'était ensemble la transposition du clocher de l'église. Mais enfin, c'était un signal qui montrait que ce bâtiment plat n'était pas n'importe quoi. D'accord. Hein? Le système de construction par la mêlée donne une lumière très précise à une hauteur intéressante. On doit être à 2,20 m de 40 à tout casser. Et du coup, la lumière permet de lever le regard. À partir du moment où vous obligez le regard à s'élever un peu, sans chercher à donner du sens, vous en donnez. Pyramides vitrées qui ont des faces pleines du côté le plus exposé au soleil. Hein. Ah oui, alors face pleine sur l'exposition. Au sud. Voilà, puisqu'il y avait quand même la volonté de protéger un petit peu, de moduler la lumière. Voilà la sacristie. Alors il y a cette grande table pour disposer les ornements et qui sont stockés là, qui sont stockés dans des... Donc c'est un vrai travail de designer, c'est l'espace. Oui, mais avec un client qui savait ce qu'il voulait. Pierre, qu'est-ce que c'est que ces dessins? En fait, c'est venu en cours de chantier parce que je voulais surtout pas de vitraux, je voulais pas de décoration, hein, je voulais que de l'architecture. Bon, là, quand le premier mur a été coulé, c'était plus impressionnant que ce que j'avais imaginé. Donc, quand on est venu à celui-là, je me suis dit il faut absolument quelque chose là. Et
Bon, j'ai pensé à une espèce de graphisme qui serait en creux comme l'avait fait Le Corbusier dans les piliers de la Cité radieuse. Hein. C'était une espèce de signe de l'univers qui était marqué de la croix, en fait. C'est ça l'idée. Cette chapelle, ce n'est pas le seul espace sacré sur lequel vous ayez travaillé seul ou avec l'agence? Du fait de l'extension urbaine très forte dans les banlieues des années 60, l'archevêché se préoccupait de placer des nouveaux lieux de culte à proximité des habitants. Donc nous avons été amenés à intervenir à Villeneuve-d'Ornon, où il y avait une petite église Saint-Delphin qu'on nous a demandé d'agrandir, qui finalement on a rasé pour construire autre chose. Et puis sur la rive droite, dans la cité Cariette, l'église Saint-Esprit. Donc il y avait un mouvement qui était en cours. Un mouvement en cours qui vous a permis d'explorer, d'expérimenter des concepts qui vous tenaient à cœur. Les dominicains de la revue L'Art Sacré prenaient l'idée que l'art moderne devait s'inscrire dans les églises nouvelles et qui ont fait appel à Le Corbusier pour la chapelle de Ronchamp et après pour le séminaire de la Tourette à l'Arbrel. Hein, donc il y avait une vraie effervescence et moi j'étais très passionné par ces mouvements d'idées-là. La lumière, on peut en parler dans un lieu comme celui-ci? Oui, c'est difficile parce qu'on parle beaucoup de la lumière et moi j'aimerais parler de l'obscur. Oui. C'est-à-dire que en construisant, moi je n'avais pas de théorie, d'idée particulière là-dessus, mais en construisant des maisons, je me suis rendu compte que construire, c'était mettre à l'abri. C'était construire des murs pour protéger et mettre un toit là-dessus, donc faire de l'ombre. Hein, et qu'après, la lumière là-dessus. Hein, et finalement, dans l'architecture qu'on aimait bien faire, on aimait cadrer cette lumière. Et ça a produit des effets qu'on n'imaginait pas tout à fait au départ. Ces raies de lumière qu'on a vues tout à l'heure s'insérer entre les poutres, on ne les avait pas imaginées. Le caractère religieux ici, il est associé, à mon avis, à ce contraste fort entre ombre qui domine et lumière tout à fait ciblée sur des endroits caractéristiques. On a d'emblée le regard attiré. Ce qui correspond à une des grandes composantes de l'espace sacré, c'est la question de l'orientation, c'est-à-dire la lumière. Le Christ, pour les chrétiens, est la lumière, il est l'aurore d'un jour nouveau, le soleil levant, donc la référence à la lumière et à la luminosité est directement liée au symbolisme du Christ qui, pour les chrétiens, sort du tombeau vainqueur au matin de Pâques. Donc il y a l'idée de la vie qui est donnée à travers la lumière et à travers la présence du Christ. Il aurait été facile, par exemple, dans l'axe de l'autel, de faire un trait de lumière vertical en disant, voilà, tac, tac, le Christ au milieu, tout ça, une espèce de théâtralisation, finalement. Là, non, puisque vous avez un mur et que vous avez la lumière qui vient d'en haut. Elle ne vient pas de là-bas. Finalement, elle indique bien ce passage. Et je trouve que ce plan liturgique, c'est parfait. Vous avez évoqué la Tourette, vous avez évoqué Ronchamp, oui. On pense aussi à Firminy, à ces églises. C'est les mêmes principes, c'est les mêmes recherches. Non, c'est Ronchamp qui a été quand même qui a été une révolution dans nos idées, avec justement ce système de captage de la lumière par les tours de Ronchamp, qui a inspiré directement le chœur de Saint-Delphin. Oui. Et dans des formes différentes, qui a inspiré l'église Saint-Esprit aussi à Cariette. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a des solutions dans la qualité des espaces, dans le dosage de la lumière, dans la maîtrise des textures, dans les mélanges de textures aussi, qui sont les mêmes dans les maisons individuelles que dans ces églises. C'est-à-dire qu'il y a une dimension, on pourrait presque dire sacrée, dans l'espace de ces maisons individuelles, ou l'inverse. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment chez Le Corbusier.
C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un comme Le Corbusier est quelqu'un qui a d'abord fait énormément de maisons individuelles, et il est venu à l'art sacré après. Mais quand on lui a commandé des œuvres d'art sacré, c'est parce que, justement, ses commanditaires religieux avaient trouvé dans son travail profane de maison individuelle des qualités sur l'espace, sur une dimension, sur quelque chose que lui il appelle l'indicible, qui fait que là, voilà, on se sent bien, qu'il y a une qualité. Ça avait déjà été trouvé dans ces maisons. Et je trouve que là, il y a un peu la même chose aussi dans cette agence. Pierre, est-ce que vous vous souvenez de l'époque de la commande, du contexte dans lequel ce projet a été réalisé? Oui, c'est un promoteur de Toulouse qu'on ne connaissait pas, mais qui avait vu ce qu'on avait fait au parc de Capeyron, à Mérignac, et donc qui est venu avec la commande simplement sur ce terrain de 150 logements collectifs et une cinquantaine de maisons individuelles. Point final. Aucune recommandation. Et en agence, alors comment est-ce que vous avez reçu cette commande? Alors justement, quand on est venu dans l'environnement, on a vu qu'il y avait une ancienne grande propriété avec des vignes, des lotissements, des petites maisons autour. Donc on s'est dit, on ne va pas balancer un ensemble collectif comme le parc de Capeyron, justement, là-dessus. Donc on s'est dit que il fallait peut-être mettre les maisons à la périphérie pour que ça se raccorde avec le tissu des lotissements autour, qu'on allait mettre ce qui était collectif au centre, mais que justement, à la différence du parc de Capeyron, on allait fractionner ce collectif en petits éléments pour qu'il y ait des volumes qui se rapprochent progressivement de ceux des maisons individuelles. Le travail qui a été fait au hameau de Noailles a travaillé sur différentes échelles, a travaillé sur ce qu'on appelait l'habitat intermédiaire. Dans ces années-là, était un projet assez d'avant-garde, dans le sens où il explore justement une forme d'alternative aux grands collectifs, aux grands ensembles, et il fait partie de quelques opérations pionnières qui vont amener justement à repenser la question du logement et essayer de la penser d'une manière plus diversifiée, moins répétitive, moins banale. Toutes ces maisons ont un élément central, identique, qui est la partie séjour. C'est-à-dire une pièce traversante. Je sais pas, c'était la clarté, c'était cet espace qui communiquait du jardin dans la maison et de la maison vers le jardin. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment enthousiasmant. Voilà. Dès qu'on arrive devant la maison, on s'aperçoit tout de suite du jardin derrière, on peut le voir, parce qu'il y a du vert partout, donc on voit tout. Et l'inverse est vrai aussi, je suis très conscient, le matin, quand je me lève, et je passe dans la grande pièce là, en pyjama éventuellement, ou peut-être même pas, et je sais que je suis en show pour tous ceux qui sont dedans, et je m'en fiche totalement. Et c'est ce qui frappe les gens qui viennent nous voir pour la première fois. C'est la lumière de l'intérieur et le fait qu'on est en prise directe avec le jardin, même au cœur de l'hiver.
Voilà, tu demandais comment on avait conçu ces logements. En fait, quand on a fait les premiers vrais collectifs qu'on a fait, c'est le parc de Cap-Ayron. On s'est rendu compte que faire des appartements traversants, très ouverts à chaque extrémité et assez étroits, c'était une formule très économique. Nous mettions en valeur la surface ramassée des maisons qui était tellement bien dessinée qu'il n'y avait pas d'espace perdu. Donc avantage effectivement traversant, mais alors avantage quand on arrive, encore une fois, c'est le cadrage, c'est l'extérieur qui rentre dans l'appartement, c'est incroyable. Oui, ça on en profite totalement. Hein. Et dès à présent, dès maintenant, on a quand même l'impression de ne pas être dans un collectif, mais encore une fois d'être dans une maison individuelle. C'était ça l'idée, de reprendre ici, dans le collectif, la façon de construire qu'on avait pour les villas à rez-de-chaussée qu'on a vues tout à l'heure. D'accord. Il y a une large terrasse, donc là on a toute l'expression de ce qui était choisi, proposé dans les terrasses, les toits. Ah oui, non, mais on voulait que cet immeuble collectif ait des terrasses généreuses, qu'on puisse se tenir dehors, manger dehors éventuellement. Et puis alors ce qu'on voulait surtout, c'est que dans cet immeuble en béton, on retrouve le bois qu'on avait développé beaucoup dans la maison. Donc tout ce qui est extérieur est en bois. Hein, les garde-corps, les planchers, les bardages à l'extérieur. Donc il y a une dominante de bois, alors que la construction est classiquement en béton. Pierre, vous souhaitiez nous montrer quelque chose de particulier dans cet espace? Oui, moi j'aime bien cette cuisine parce que dans les logements HLM, il y avait une réglementation qui nous obligeait à mettre à côté de la cuisine un cellier. Et là, comme on a pris pour la cuisine cette position en fond du séjour, on bénéficiait de la largeur du séjour qui permettait de mettre ce petit cellier dans le volume. Et ça a permis d'organiser la cuisine avec un plan de travail ici, une vision sur l'extérieur là, et puis ce petit coin repas là qui s'intercalait entre les deux. Donc je trouve que c'est quelque chose qui marche bien et en général les habitants nous ont remercié d'avoir organisé la cuisine comme ça. J'apprécie le fait qu'il y ait une cuisine qui est vraiment une cuisine avec un coin repas vraiment spacieux. C'est vraiment un appartement très très agréable. Dans un projet de création architecturale, quand on doit penser des lieux de vie, on pense à quoi? C'est quoi une architecture à vivre, hein? On a fait cet ensemble à partir de l'expérience qu'on avait quand même de commandes de maisons individuelles. Hein. Et on s'est dit qu'il fallait retrouver dans une agglomération de maisons ce qu'on trouvait de bien dans des maisons individuelles isolées au milieu d'un jardin. Hein. Donc on voulait obtenir une certaine densité, donc les maisons sont groupées, elles se touchent, mais il y a quand même la présence du jardin devant et derrière là qui est essentielle. Donc on retrouve quand même les grandes lignes de vos projets. Il fallait de la transparence, il fallait que ça traverse, oui. Il fallait du jardin, oui. Il fallait. Mais donc c'était quoi? C'était à chaque fois dicter des manières des composantes invariantes. C'était dicter aussi finalement des manières de vivre. Ah oui, tout à fait. Là, on était persuadés qu'on connaissait la bonne façon de vivre dans une maison moderne. Hein, pour ça, on n'avait aucune inquiétude. On est arrivé dans cette ambiance d'architecture moderne, mais qui date quand même des années 60, ça on le savait. Et j'étais très impressionné par les bâtiments et les villas, tous dans le même esprit architectural, ça m'a beaucoup frappé. Et tout de suite, je me suis senti chez moi, et je pense que c'était à cause de l'architecture. Vous avez l'occasion de rencontrer des habitants qui sont pour quelques-uns d'entre eux les premiers habitants du hameau de Noailles. Ça a alimenté différemment la manière dont vous voyez le projet aujourd'hui? Ça reste quand même une référence. Moi, je pense que c'est un exemple
La vie collective, la vie de communauté là, qui était rêvée un peu au début, dans les années 70. Hein. On était dans l'immédiat après 68. Hein. Bon, cette vie a changé. Il y a beaucoup plus d'individualisme. Il y a des questions de sécurité qui sont devenues majeures. Les gens ont verrouillé les entrées. Hein. La cohabitation de différentes formes d'habitat, c'est un modèle, je pense. Il y a eu une ou deux fois des personnes qui sont venues et qui m'ont dit « Bon, mais votre maison, oui, mais et le toit, vous le mettez en place quand ?» Et j'ai dit ça, il n'y aura pas de toit, c'est tout l'esprit de l'architecture du hameau de Noailles. Ce sont des maisons qui sont horizontales et il n'y aura pas de toiture envisagée par les architectes. Et donc la vente a commencé un peu difficilement parce que justement il y avait ce recul des visiteurs par rapport à l'originalité du projet. C'était un projet original. Alors comment est-ce qu'on pouvait convaincre d'acheter avec un toit terrasse, d'acheter avec ces grandes baies vitrées qui finalement sont... Non, mais il faut se remettre en 1970, tout le monde voulait être moderne finalement. Hein, on voulait avoir une voiture moderne et on voulait avoir une maison moderne et les gens avaient vu quand même ces maisons modernes sous forme de villas et donc même s'ils refusaient les toits terrasses, ils étaient quand même séduits par ce mode de vie de maison à Talence qui ressemblait à des villas. D'accord, donc c'est un peu un effet vacances qui était là. Ah oui, ça c'est certain. On a eu dès le début le sentiment qu'on faisait un village de vacances. J'ai vu cette maison et je me suis dit, oh, on se croirait en vacances. Tout le monde avait envie de modernité, mais ce n'est pas vraiment tout le monde. C'était aussi une tranche d'âge, une catégorie de la population. C'était qui ce monde? Mais c'est cette population particulière là, qui s'est intéressée à cette opération. C'était des gens qui ne voulaient pas une échoppe, qui voulaient être près de la faculté, être déjà un peu en banlieue, avoir un jardin, c'est sûr, ça comptait beaucoup. Et le hameau de Noailles me permet de vivre dans un cadre absolument préservé, de vivre encore à la campagne, en étant très près de la ville. Dès qu'on a vu que la commercialisation marchait bien, on a réalisé les parties communes privatives, c'est-à-dire la piscine et les 2 tennis et le sauna, et les gens ont apprécié. On pourrait rester chacun chez soi dans la villa si on avait notre petite piscine et pas de tennis et pas de lieu de déambulation aussi. Parce qu'on croise des gens, il y a des gens qui promènent leurs chiens et tout ça, on se dit bonjour, finalement on finit par lier conversation. Il y a cette idée de partage quand même, de partager certains lieux qui fait que nécessairement ça rapproche les gens les uns des autres. Parce qu'il y avait une sorte de foi en l'adhésion des futurs habitants, parce que quand même il fallait... Comme une foi complète dans les qualités du mouvement moderne. Hein. On pensait que ça allait s'imposer tout naturellement. Ouais. Hein. Je pense que quand on parle d'architecture à vivre concernant l'agence Salier-Courtois-Lajusse-Sadirac, c'est un terme qu'il faut opposer au terme corbusiens de machine à habiter. Hein, la machine à habiter, c'est un espace technologique dans lequel on fout le client et dans lequel il n'a plus rien qu'à faire qu'à y vivre. La maison à vivre est une maison adaptable, c'est ça qui est intéressant. Elle tient compte d'un désir et elle tient compte d'une évolution de ce désir. Voilà, c'est ce qui me semble être la grande différence. On pensait que ces maisons allaient convenir parfaitement à un couple déterminé avec tant d'enfants, mais on ne savait pas comment les familles évoluaient avec l'âge. Hein, on était jeunes, on ne se rendait pas compte de ça. Et après, j'ai découvert justement que c'était très important et qu'il fallait admettre des évolutions possibles et que si la maison avait un système constructif un peu évolutif, ça pouvait être un plus.
L'architecture domestique des années 50, avant Séguier-Courtois, est une architecture d'une banalité affligeante, c'est-à-dire ce sont de grosses maisons, de gros pavillons entourés de jardins, tout à double pente, béton, etc. Ou parfois, si on va sur le bassin d'Arcachon, c'est le style néo-basque qui s'impose. Donc finalement, dans ce consensus de banalité, où seule peut-être la seule originalité tient essentiellement dans le jardin qui entoure la maison, je dirais, hein, vient arriver soudain quelque chose qu'on n'a jamais vu dans la région, sauf bien entendu à Pessac avec le quartier de Le Corbusier, hein, mais qui a été non seulement critiqué, mais en plus déformé par les habitants qui s'y sont implantés. On voit arriver une architecture totalement surprenante, totalement nouvelle. La blancheur des murs, la transparence des verres, les toits plats, le plan libre, le toit terrasse, le plan libre à l'intérieur, une modernité qui, dans l'espace domestique de l'architecture locale, n'existe pas. La modernité qu'ils vont découvrir chez les Brésiliens, la modernité qu'ils vont découvrir dans l'école californienne, c'est pas exactement la modernité telle qu'elle est née dans les années 20 en Europe. C'est une modernité qui s'est matinée de contraintes locales, de matériaux locaux, de caractéristiques, on va dire régionales d'une certaine façon, mais du coup qui s'est enrichie, qui s'est diversifiée. Et je pense que cette modernité plurielle qu'ils découvrent va probablement, je le suppose, les aider à faire qu'eux-mêmes participent à ce mouvement, qu'ils récupèrent ce que sont les acquis de la modernité, mais qu'ils en donnent leur propre version. Régionalisme critique, c'est une formule qui est très, très bonne, inventée par Frampton, et qui veut dire, en deux mots, continuer une culture régionale sans faire du pastiche. C'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà. Ne pas la nier, la reprendre et y intégrer la modernité. C'est-à-dire qu'en deux mots, finalement, le régionalisme pur et dur est un régionalisme qui est réactionnaire. Hein. Dans le régionalisme, il y a l'impossibilité d'introduire le moderne. Or, l'intérêt justement de l'invention de la girole, c'est ça. Hein. C'est d'ouvrir ce corset qu'est le régionalisme, qu'est la maison landaise, et pourquoi pas la maison basque, et de pouvoir enfin, à partir de là, rebondir vers d'autres choses. C'est pas, je dirais, une nouvelle forme de régionalisme, c'est plutôt cette capacité qu'a eue l'architecture moderne à se diversifier. À se diversifier en fonction des cultures, mais d'une manière assez large. Moi, je ne retrouve pas, mais peut-être que je la connais mal, mais je ne retrouve pas des qualités, je dirais, de l'architecture traditionnelle landaise ou bordelaise spécifiquement dans ce travail. Je vois d'abord des architectes qui sont vraiment dans leur temps. Je crois que cette période, jusque dans les années 70, 55-70, a été fabuleuse. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle est contemporaine. Des architectes d'aujourd'hui feraient leur maison de l'époque, on dirait que c'est des super cracks, quoi, parce qu'elles ont peur pénurie, alors qu'elles ont 50 ans. Mais la liste est longue des maisons même qui sont oubliées. Il y en a partout sur le bassin. Il y a 40 ans, il n'y avait pas beaucoup, peut-être, d'agences où tu pouvais percevoir ce métier de cette façon-là, sous cet angle-là, avec de l'exigence, avec des positions abruptes, c'est-à-dire c'est comme ça, c'est pas autrement, de pouvoir dire non à un client sur des choses très précises, de pouvoir envoyer balader un client parce que ce vers quoi le client voulait les amener ne leur convenait pas, donc il y avait quand même quelque chose de fort, quoi. Donc tu apprends plein de choses que tu découvres, ce combat de la vie, ce combat pour un métier, cette exigence pour des détails qui peuvent paraître insignifiants, et puis le résultat qui est là, quoi. Hein. Tout le monde est architecte, tout le monde veut faire ce métier, tout le monde veut décider. Tu dis ouais, faites-le alors, mettez-vous architecte. D'ailleurs, on ne représente plus rien. Notre métier, c'est quoi? On ne sait pas. C'est quoi être architecte aujourd'hui? On ne sait pas. À part pour quelques grands comme Nouvel, Perrault ou d'autres, tu vois, tu te dis, ouais, c'est ça l'architecture. Mais
sur le flot que l'on est d'architectes, combien font vraiment ce métier? 2% peut-être, 3% en étant généreux. Le reste, on fait quoi? On essaie. On fait des affaires, on bricole, on fait, tu vois. Mais de vrais architectes au sens noble du terme, comme Louis Kahn ou des gens comme ça, ou Le Corbusier et autres, 2-3%. Et donc c'est là le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'architecture existe vraiment pleinement dans les livres d'architecture, mais sur le territoire, quand tu te balades en ville et ailleurs, elle n'existe plus. Elle est noyée par la médiocrité, par un flot de médiocrité. Et tu t'aperçois quoi? C'est que l'architecture, à un moment donné, ces 2-3% peuvent déranger les gens, pour ceci, pour cela, pourquoi, comment. Mais les 97% de médiocrité qu'on déverse à longueur de journée, tout le monde s'en fout, c'est dans l'indifférence générale, c'est ça qui est effrayant. C'est que les 2-3% d'architecture faits par ces gens-là peuvent déranger, tout le monde se croit permis de dire ceci ou cela, les 97% de médiocrité qu'on nous met devant les yeux, on le vit avec indifférence, quoi.